Pendant 2 décennies, mon père m'a qualifié de son plus grand regret et a toujours choisi mon frère à ma place. Puis il est revenu en rampant quand j'ai réussi. Salut, Reddit. Accrochez-vous, parce que cette histoire, je la porte en moi depuis longtemps. Pendant 20 ans, sans interruption, mon père m'a fait comprendre de la manière la plus claire possible que j'étais l'erreur qu'il n'avait jamais voulu, tandis que mon frère était l'enfant chéri qui ne pouvait littéralement rien faire de mal. Puis le karma a frappé à sa porte, et soudain, je suis devenu le fils favori. Voici comment tout s'est passé. Je suis un homme de 28 ans, l'aîné de 2 frères. Mon frère cadet, Tyler, 25 ans, a été la prunelle des yeux de notre père depuis le jour même de sa naissance. Moi, j'étais l'accident qui a fait dérailler tout l'avenir de papa et ruiner tout ce pour quoi il avait travaillé. Il me l'a dit directement à plusieurs reprises, dès l'âge de 8 ans. Mes parents m'ont tué alors qu'il n'avait que 19 ans. Papa devait aller à l'université avec une bourse complète de baseball dans une école de division 2 en Ohio. Il rêvait sérieusement d'atteindre les ligues mineures, peut-être même les ligues majeures si tout se passait bien pour lui. Puis maman est tombée enceinte de moi, et soudain, tout l'avenir soigneusement planifié de papa s'est évaporé comme la brume matinale un jour d'été. Il a abandonné le community college où il suivait des cours de culture générale avant le début de sa bourse cet automne-là. Il a trouvé un travail dans une usine de fabrication de pièces automobiles. Au fil des ans, il est monté en grade pour devenir superviseur d'équipe, mais ce n'était jamais ce qu'il voulait. Et il s'est assuré que je le sache, chaque jour de mon enfance. Le travail à l'usine était brutal. Des journées de 12 heures dans une usine bruyante où la température atteignait les 32 degrés Celsius en été. Papa rentrait épuisé, sentant les copeaux de métal et l'huile de machine. Ses mains étaient tachées en permanence par une graisse qui ne partait jamais vraiment au lavage. Il s'asseyait dans son fauteuil avec cette expression sur le visage. Pas tout à fait de la colère, pas tout à fait de la tristesse, juste cette résignation vide que sa vie avait pris un mauvais tournant qu'il ne pouvait inverser. Mon plus ancien souvenir de papa est de lui criant sur maman, disant à quel point leur vie serait différente s'ils avaient été plus prudents. J'avais peut-être 5 ans, je jouais avec des petites voitures sur le sol du salon pendant qu'ils se disputaient dans la cuisine. Je ne comprenais pas de quoi ils parlaient à l'époque, mais je savais que, d'une manière ou d'une autre, cela me concernait. La façon dont maman me regardait avec de la culpabilité dans les yeux. La façon dont la voix de papa baissait quand il remarquait que j'écoutais. Le ressentiment n'était pas subtil non plus. Papa me regardait parfois avec cette expression, comme s'il faisait un calcul mental, évaluant toutes les choses qu'il aurait pu faire si je n'existais pas, les matchs de baseball qu'il aurait pu jouer devant des recruteurs, les villes où il aurait pu vivre, l'argent qu'il aurait pu économiser au lieu de le dépenser en couches, en garderie et en toutes ces choses coûteuses dont les bébés ont besoin. Quand j'ai eu 7 ans, Tyler est né. C'est à ce moment-là que tout a soudainement changé. Voyez-vous, à cette époque, papa s'était adapté à sa vie. Il avait accepté qu'il ne deviendrait pas un athlète professionnel. Il s'était installé dans son travail à l'usine et avait gravi les échelons pour obtenir un poste mieux rémunéré. Lui et maman étaient mariés depuis 7 ans et avaient réellement planifié l'arrivée de Tyler. Ils avaient économisé de l'argent, préparé la maison, étaient excités à l'idée d'avoir un autre bébé. Cette fois-ci, papa était vraiment prêt à être père. La différence dans la façon dont il nous traitait était le jour et la nuit. Les photos de bébé de Tyler sont des clichés de studio professionnels, avec des tenues assorties où maman et papa sourient à l'appareil photo comme s'ils avaient gagné à la loterie. Les miennes sont des polaroïdes flous où l'on peut à peine voir mon visage parce que maman apprenait encore à utiliser l'appareil et personne ne se souciait assez pour les refaire. Le livre de naissance de Tyler est méticuleusement rempli avec ses premiers mots, ses premiers pas, ses premières toux, documentés comme s'il était une sorte d'expérience scientifique. Le mien a mon nom et ma date de naissance, puis des pages vides pour le reste. Quand Tyler a été assez grand pour marcher, papa a commencé à lui apprendre le baseball dans le jardin. Il passait des heures là-bas chaque soir et chaque week-end, lui montrant comment tenir correctement une batte, comment lancer une balle rapide avec le bon mouvement du poignet, la bonne posture au marbre. Je regardais depuis la fenêtre de ma chambre, me demandant pourquoi papa n'avait jamais voulu m'apprendre ces choses quand je le lui avais demandé des années plus tôt. Une fois, vers mes 10 ans, j'ai demandé si je pouvais me joindre à eux pour l'entraînement au bâton. Papa m'a regardé comme si j'avais suggéré quelque chose de complètement ridicule et a dit que Tyler apprenait encore les bases. Peut-être que lorsqu'il serait meilleur et aurait besoin d'un lancer plus difficile, je pourrais lui lancer la balle pour s'entraîner. Traduction, tu ne vaux pas la peine que je t'enseigne, mais tu peux être utile comme matériel quand on en aura besoin.
C'est devenu le modèle pour à peu près tout. Tyler recevait de l'attention, des instructions, des encouragements, du temps en tête-à-tête. Moi, on m'assignait des corvées et on me disait de ne pas déranger. Les événements scolaires mettaient vraiment en lumière la différence de traitement flagrante. Lorsque Tyler a eu sa remise de diplôme de maternelle, ce qui, soyons honnêtes, n'est pas vraiment une remise de diplôme, ce sont juste des enfants qui traversent un gymnase. Papa a pris son après-midi de congé, est venu avec une caméra vidéo et a enregistré toute la cérémonie. Il était au premier rang, faisant des signes et des pouces levés à Tyler, restant après pour parler avec les professeurs des progrès incroyables de Tyler dans l'apprentissage de son alphabet. Quand j'ai été diplômé du collège avec mention, une véritable réussite scolaire, pas juste la fin de la maternelle, papa a dit qu'il ne pouvait pas s'absenter du travail et n'a même pas demandé comment ça s'était passé quand il est rentré ce soir-là. Il est juste entré, a pris son dîner et a demandé à Tyler des nouvelles de son entraînement de baseball. J'aurais pu traverser cette scène nue, papa ne l'aurait pas su car il n'était pas là. Le premier match de ligue mineure de Tyler. Papa était là 1 heure à l'avance pour aider à préparer le terrain et à installer les bases. Il est resté après pour discuter avec les entraîneurs du talent naturel de Tyler et de son QI baseball avancé, même si Tyler avait été éliminé 2 fois surprise. Il a acheté des glaces sur le chemin du retour pour célébrer, même si l'équipe de Tyler avait perdu 7-2. Toute la soirée tournait autour du fait que Tyler faisait partie d'une équipe, apprenait l'esprit sportif et toutes ces choses de parents. Mon premier match de football américain au lycée où j'ai réellement joué dans le 4e quart-temps comme linebacker remplaçant. Papa n'est pas venu. Il a dit qu'il était fatigué du travail et que le football n'était pas vraiment son sport de toute façon. Peu importait que j'ai été excité toute la semaine à l'idée de finalement entrer sur le terrain. Peu importait que je lui ai spécifiquement demandé d'être là. Il était fatigué et le football n'était pas le baseball, donc ça n'avait pas d'importance. Les excuses étaient toujours les mêmes, aussi. Il était fatigué du travail. Il avait des choses à faire à la maison. Le football n'était pas aussi intéressant que le baseball. Les concerts de l'orchestre étaient trop longs. Les compétitions académiques étaient ennuyeuses. Mais pour les matchs de baseball de Tyler, soudainement, papa avait une énergie et un intérêt infini. Soudainement, il pouvait prendre des congés. Soudainement, s'asseoir sur des gradins en métal pendant 3 heures n'était plus un problème du tout. Maman essayait d'équilibrer les choses. Dieu la bénisse. Elle travaillait à temps plein comme assistante dentaire et n'avait pas assez d'heures dans la journée pour compenser le favoritisme évident de papa. Elle venait à certains de mes événements quand elle le pouvait, l'air toujours épuisé et coupable que papa ne soit pas là. Elle s'excusait discrètement, lui trouvait des excuses, promettait qu'il viendrait la prochaine fois. Il ne l'a jamais fait. Ton père t'aime, disait-elle à chaque fois. Il le montre juste différemment. Ce n'est pas montrer de l'amour différemment. C'est ne pas montrer d'amour du tout. Les attaques verbales ont empiré progressivement à mesure que je grandissais et que je pouvais réellement comprendre ce qu'il disait. Vers 12 ans, papa a commencé à faire des commentaires sur le fait que je devais justifier mon existence en étant utile à la famille. Que Tyler était le fils qu'il avait réellement voulu et planifié, alors que j'étais juste la conséquence d'un mauvais timing et de pires décisions. Un soir, au dîner, quand j'avais 13 ans, j'ai mentionné avoir eu un B+ à un test d'algèbre vraiment difficile. J'avais étudié pendant des heures. La moyenne de la classe était un C, et j'étais sincèrement fier d'avoir obtenu un B+. La réponse de papa a été de se tourner vers Tyler, 8 ans, et de dire, « Tu vois comme ton frère se contente de assez bien ? Tu feras mieux que ça. Tu viseras la perfection. » Tyler avait 8 ans. Il n'avait même jamais passé de test d'algèbre. Il ne savait probablement même pas ce qu'était l'algèbre. Mais papa a quand même utilisé ma véritable réussite comme un moment d'enseignement pour expliquer pourquoi Tyler devait me surpasser de toutes les manières possibles. Quand j'ai intégré l'équipe de football américain du lycée en 2e année comme linebacker remplaçant, ce qui était en fait impressionnant car les 2e années y parvenaient rarement, la réaction de papa a été de demander s'il manquait de joueurs cette année-là. Comme si la seule façon pour moi d'intégrer l'équipe était que personne d'autre ne veuille jouer. Quand Tyler a intégré l'équipe de baseball itinérante en 6e, qui était essentiellement composée d'enfants dont les parents pouvaient se permettre les frais, papa lui a organisé une grande fête et a invité tous les voisins. Le message était clair et absolument constant, les réussites de Tyler comptaient et méritaient d'être célébrées. Les miennes étaient au mieux des notes de bas de page, au pire des sources d'embarras. J'ai géré ça comme beaucoup d'enfants ignoraient le fond,
j'ai arrêté d'essayer d'attirer l'attention de papa et je me suis concentré sur le fait de devenir complètement autonome. J'ai eu mon premier vrai travail à 15 ans, à la plonge dans un restaurant appelé Rosies, à environ 3 km de chez nous. J'ai économisé chaque centime que je gagnais. J'ai commencé à planifier ma stratégie de sortie de cette maison à la seconde même où j'ai eu 18 ans. Le travail chez Rosies était difficile. J'arrivais à 17 h, je travaillais jusqu'à la fermeture vers minuit, lavant des centaines d'assiettes dans une eau bouillante qui me rendait les mains rouges et ridées. Mes doigts étaient tout fripés quand je rentrais à la maison. Mais je ne me plaignais pas, car cet argent était mon billet de sortie. Papa semblait en fait soulagé quand j'ai commencé à travailler. Une dépense de moins à couvrir. Il m'a dit que puisque je gagnais de l'argent maintenant, je devais commencer à contribuer aux dépenses du ménage. Il a commencé à me faire payer 200 $ par mois de loyer dès que j'ai eu 16 ans et mon permis de conduire. Laissez-moi répéter ça, mon père a fait payer un loyer à son fils de 16 ans pour vivre dans sa propre maison d'enfance. Tyler n'a jamais payé de loyer. Ni à 16 ans, ni à 18 ans, ni quand il vivait encore à la maison à 23 ans. Mais moi, je devais contribuer dès l'âge de 16 ans, car apparemment mon existence était un tel fardeau que je devais commencer à les rembourser pour le privilège de m'avoir élevé. Le double standard financier était absolument constant. Quand ma voiture est tombée en panne en troisième, une vieille Honda Civic que j'avais achetée 900 $ au cousin d'un collègue, papa a dit que je devais me débrouiller seul puisque j'avais un travail et que je devais apprendre la mécanique. J'ai fini par dépenser 300 $ que j'avais économisés pour les frais d'inscription à l'université pour faire remplacer l'alternateur. Quand Tyler a voulu une voiture pour ses 16 ans, papa s'est porté garant pour un prêt pour une Ford Focus presque neuve et a aidé à payer les mensualités la première année, le temps que Tyler s'installe. Tyler s'est installé en détruisant cette Ford Focus 6 mois plus tard, en conduisant trop vite sous la pluie. Réaction de papa, les accidents, ça arrive. Trouvons-toi autre chose. Ils lui ont acheté une autre voiture. L'université, c'était exactement la même histoire, mais avec des chiffres plus gros qui rendaient l'inégalité encore plus évidente. J'ai été accepté dans une bonne université d'État avec une bourse couvrant environ la moitié des frais de scolarité. Mais j'avais encore besoin d'une aide substantielle pour le logement, la nourriture, les livres et toutes les autres dépenses qui s'accumulent quand on essaie de survivre en tant qu'étudiant. J'ai demandé à papa s'il pouvait m'aider, ne serait-ce qu'avec quelques milliers de dollars pour commencer. Sa réponse, j'avais 18 ans maintenant et je devais apprendre la responsabilité financière. Il a dit que contracter des prêts m'enseignerait la valeur de l'argent et forgerait mon caractère. Il a dit qu'il m'avait rendu service en ne m'aidant pas, car maintenant j'apprécierais davantage mon éducation. La gymnastique mentale était impressionnante. Alors, j'ai contracté des prêts étudiants, beaucoup. Prêts fédéraux, prêts privés, tout ce pourquoi je pouvais être admissible. J'ai pris des prêts et j'ai travaillé 2 emplois simultanément pour couvrir les frais de subsistance que les prêts ne couvraient pas. Je travaillais de nuit dans un entrepôt de 23 h à 7 h, chargeant des camions et déplaçant des palettes. Ensuite, j'allais en cours le matin, fonctionnant à l'adrénaline pure et à l'épuisement. Les week-ends, je travaillais dans un café de 6 h à 14 h, ce qui signifiait que je n'avais quasiment jamais de jour de congé. Je fonctionnais avec 4 heures de sommeil la plupart du temps, parfois moins. Mon colocataire de première année pensait que j'étais un fantôme car je n'étais jamais là quand il était réveillé. Je rentrais au dortoir à 8 h, dormais jusqu'à midi, allais en cours l'après-midi, étudiais jusqu'au début de mon service, puis je recommençais. Les cernes sous mes yeux étaient si sombres que les gens me demandaient si j'étais malade. Je mangeais des nouilles instantanées et des sandwichs au beurre de cacahuète pour probablement 70% de mes repas. J'ai appris à rendre les nouilles intéressantes en y ajoutant les légumes bon marché qui étaient en promotion, petits pois surgelés, maïs en conserve, n'importe quoi. Les sandwichs au beurre de cacahuète sur le pain blanc le moins cher imaginable sont devenus ma principale source de protéines. Mon régime était composé d'environ 60% de glucides, 30% de protéines bon marché et 10% de toutes les vitamines que je pouvais obtenir d'une banane occasionnelle. Je portais les 6 mêmes tenues en boucle parce que je ne pouvais pas me permettre de nouveaux vêtements. Les 2 mêmes paires de jeans en alternance toute la semaine. Les 4 mêmes t-shirts en rotation. Une chemise correcte pour les présentations. Mes chaussures avaient littéralement des trous dans les semelles que je recouvrais de rubans adhésifs, car en acheter de nouvelles signifiait choisir entre des chaussures et des manuels scolaires. Je regardais les autres étudiants sortir le week-end, partir en vacances de printemps, rejoindre des clubs et des organisations. Je ne pouvais rien me permettre de tout ça.
Je ne pouvais pas payer les cotisations. Je ne pouvais pas me permettre de prendre du temps sur mon travail. Je ne pouvais pas me permettre d'être un étudiant normal faisant des choses d'étudiant normal. Tyler a été admis dans la même université d'État 3 ans plus tard, avec des notes nettement moins bonnes et aucune bourse. Sa moyenne était à peine supérieure au minimum requis pour l'admission. Ses scores au SAT étaient au mieux médiocres. Il s'était laissé porter au lycée grâce aux excuses constantes de papa et à la complaisance de maman, ne s'appliquant jamais vraiment à autre chose qu'au baseball. Papa a tout payé sans hésitation ni condition. La totalité des frais de scolarité, chaque centime. Le logement et la nourriture dans les nouveaux dortoirs avec climatisation et salle de bain privée. Le plan repas premium avec passages illimités. Tous ces manuels achetés neufs à la librairie du campus au lieu d'être d'occasion ou loués. Il lui donnait même $500 par mois d'argent de poche pour sortir avec des amis, acheter ce qu'il voulait, vivre la véritable expérience universitaire. Tyler a rejoint une fraternité en première année, $4000 de cotisation que papa a payé sans sourciller. Il est parti en vacances de printemps à Cancun et à Miami, ce qui a coûté des milliers de dollars de plus. Il avait une voiture sur le campus dès sa deuxième année, quelque chose que la plupart des étudiants ne pouvaient pas se permettre. Pendant que je mangeais des nouilles instantanées et travaillais de nuit, Tyler vivait la vie universitaire qu'on voit dans les films et les séries télé. Quand j'ai demandé pourquoi Tyler avait tout payé alors que j'avais dû contracter $30 000 de prêts que je rembourserais pendant la prochaine décennie, papa avait sa justification toute prête. Il a dit que Tyler avait plus de potentiel et que cela valait la peine d'investir dans son avenir, car il ferait probablement de grandes choses. Il a dit que j'étais déjà bien lancé avec mon programme d'ingénierie et mon expérience professionnelle, donc je n'avais plus besoin d'aide. Il a dit que les prêts me feraient davantage apprécier mon diplôme quand je les aurais enfin remboursés. Bien lancé, potentiel, appréciation. Tous ces mots qui signifiaient essentiellement, Tyler vaut la peine qu'on dépense de l'argent pour lui, et toi non. J'étais un étudiant de 21 ans qui mangeait des sandwichs au beurre de cacahuètes 2 fois par jour tout en travaillant de nuit et en allant en cours épuisé. Tyler, au même âge, assistait à des fêtes de fraternité 3 soirs par semaine avec l'argent de papa. C'était la définition de papa de nos situations différentes qui justifiait ce traitement complètement inégal. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que papa ne me verrait jamais autrement que comme l'erreur qui a fait dérailler sa vie. Rien de ce que j'accomplirais n'aurait d'importance. Parce qu'à ses yeux, je n'étais pas censé exister en premier lieu. J'étais un rappel vivant de tout ce à quoi il avait renoncé. Alors, j'ai arrêté d'attendre quoi que ce soit de lui. J'ai arrêté d'appeler à la maison, sauf quand maman répondait au téléphone. J'ai arrêté de revenir pour les vacances, sauf si maman le demandait spécifiquement. Et même dans ce cas, je trouvais des excuses. Je me suis construit une vie qui n'avait absolument rien à voir avec l'approbation de papa, parce que je ne l'obtiendrais de toute façon jamais. J'ai obtenu mon diplôme universitaire en génie mécanique avec une offre d'emploi déjà en poche avant même la fin de mon dernier semestre. J'ai été embauché par une entreprise de fabrication réputée dans un autre État, pour concevoir des équipements de production et des systèmes d'automatisation pour les chaînes de montage automobile. Le salaire de départ était correct. Rien de spectaculaire, mais suffisant pour enfin sentir que je pouvais respirer financièrement pour la première fois depuis des années. J'ai rempli ma vieille Honda Civic avec tout ce que je possédais, ce qui tenait assez facilement dans la voiture, car je ne possédais pas grand-chose à part des vêtements, un ordinateur portable, quelques manuels d'ingénierie et des ustensiles de cuisine de base, et j'ai déménagé à 8 heures de route sans aucune fanfare. J'ai à peine dit au revoir, à part un rapide texto à maman pour lui dire que j'étais bien arrivé. J'ai commencé à construire la vie que je voulais vraiment, au lieu d'essayer de m'intégrer dans celle dont papa avait décidé que je n'étais pas digne de faire partie. Le travail était bien. Rien de glamour, mais un salaire solide d'environ $45 000 pour commencer, avec de bons avantages et des perspectives d'avancement claires si je travaillais dur. Je pouvais me permettre mon propre appartement sans avoir besoin de colocataires pour partager le loyer. Je pouvais faire mes courses et manger de vrais repas au lieu de survivre avec des nouilles et du beurre de cacahuète. Je pouvais commencer à rembourser réellement ces prêts étudiants au lieu de simplement regarder les intérêts s'accumuler mois après mois pendant que je luttais. Pendant ce temps, Tyler a navigué à vue pendant plusieurs années après l'université, comme une bille de flipper. Il a obtenu un diplôme en commerce mais ne pouvait pas garder un emploi plus de 6 mois d'affilée. Il a essayé de vendre des assurances, a détesté au bout de 3 mois et a démissionné. Il a essayé l'immobilier, a assisté à une seule session de formation et a décidé que ce n'était pas pour lui. Il a travaillé chez un concessionnaire automobile vendant des berlines,
a été licencié au bout de 6 mois pour trop d'absences et de retards constants. Pour chaque emploi raté, papa avait des excuses toutes prêtes. Le patron était déraisonnable et n'appréciait pas le potentiel de Tyler. Le secteur de l'assurance était en difficulté à cause des conditions du marché. L'immobilier exigeait trop d'automotivation et Tyler avait besoin de plus de structure. Le concessionnaire automobile avait des quotas de vente impossibles que personne ne pouvait atteindre. C'était toujours la faute de quelqu'un d'autre. Toujours des circonstances extérieures. Jamais la responsabilité de Tyler. Mais quand j'ai changé d'emploi après 2 ans pour un meilleur poste avec un meilleur salaire et de meilleurs projets, papa a dit que j'étais instable et que je devais apprendre l'engagement. Il a dit que changer souvent d'emploi faisait mauvaise impression sur un CV. Que les employeurs voulaient de la loyauté. Venant du même homme qui trouvait des excuses à Tyler pour avoir quitté 3 emplois différents en 18 mois. À 25 ans, j'ai été recruté par une grande entreprise aérospatiale basée dans le sud-ouest. Bon salaire, excellents avantages. Un travail intéressant sur des projets qui comptaient vraiment. J'ai commencé à travailler sur des contrats militaires, des systèmes de défense, des composants de satellites. J'ai acheté ma première maison, une petite maison de 2 chambres pour commencer, mais elle était à moi. Pas de colocataire, pas de propriétaire, juste mon nom sur l'acte de propriété. À peu près au même moment, Tyler est retourné vivre chez nos parents après que sa petite amie l'a mis à la porte de son appartement pour ne pas avoir payé le loyer. Il avait 22 ans, était au chômage pour la 3e fois en autant d'années, et squattait sa vieille chambre d'enfant, jouant aux jeux vidéo 18 heures par jour, tandis que papa insistait sur le fait qu'il était entre 2 opportunités et qu'il cherchait sa voie. J'ai rendu visite à maman pour son anniversaire cette année-là. C'était la première fois que je rentrais à la maison en presque 18 mois, car j'avais activement évité d'y retourner. Je suis entré et j'ai trouvé Tyler sur le canapé, dans le même jogging qu'il portait probablement depuis 4 jours, jouant aux jeux vidéo à 14 h un mardi après-midi. Je lui ai demandé ce qu'il faisait et il m'a dit qu'il faisait du réseautage en ligne et qu'il explorait des opportunités entrepreneuriales. Il jouait à Call of Duty avec un paquet de chips sur le ventre et ne s'était pas douché depuis ce qui semblait être plusieurs jours, à en juger par ses cheveux. Papa est rentré du travail et son visage s'est immédiatement illuminé en voyant Tyler, comme si on avait allumé une ampoule. Il ne m'a même pas salué pendant les 10 premières minutes. Quand il m'a enfin dit bonjour, c'était juste un bref signe de tête avant de retourner directement demander à Tyler des nouvelles de sa recherche d'emploi et s'il avait eu des réponses à ses candidatures. Ce soir-là, au dîner, papa n'a cessé de dire à quel point il était fier de Tyler de prendre son temps pour trouver la bonne opportunité au lieu de sauter sur la première occasion venue et de se contenter de peu, comme certaines personnes le font. Il m'a regardé droit dans les yeux en disant la partie sur se contenter de peu. Je venais d'être promu ingénieur principal, je gagnais plus d'argent que papa n'en avait jamais gagné de toute sa carrière, je possédais ma propre maison alors que Tyler était au chômage et vivait dans sa chambre d'enfant à 22 ans. Mais d'une manière ou d'une autre, selon la logique de papa, c'était moi qui me contentais de peu. Ce fut le dernier dîner de famille auquel j'ai assisté pendant 2 années complètes. Puis les choses ont commencé à vraiment tourner en ma faveur. J'ai été recruté par un grand sous-traitant de la défense opérant en Virginie. Énorme augmentation de salaire, presque le double de ce que je gagnais. Des stock options qui seraient acquis sur 5 ans. Une voiture de fonction. Les frais de déménagement entièrement payés. Le genre de travail qui fait que votre nom est mentionné dans les publications professionnelles et les programmes de conférences. J'ai commencé à voyager constamment pour le travail, rencontrant des hauts gradés de l'armée et des responsables gouvernementaux pour des contrats de systèmes d'armes d'une valeur de centaines de millions de dollars. J'ai assisté à des briefings au Pentagone, examiné des spécifications classifiées, tout le tralala. C'était intense et stressant, mais aussi incroyablement gratifiant d'avoir un tel niveau de responsabilité. Je n'ai rien dit de tout cela à mes parents. Maman entendait occasionnellement des nouvelles par des amis ou des parents éloignés qui avaient vu quelque chose en ligne et m'appelaient pour me féliciter, mais je maintenais papa sous un régime d'information strict. Il ne s'était pas soucié de mes succès pendant les 25 premières années de ma vie, alors pourquoi devrait-il soudainement en entendre parler maintenant ? Tyler, pendant ce temps, se cherchait toujours à 24 ans. Il était retourné vivre chez nos parents pour la 3e fois après avoir perdu un autre emploi. Il travaillait à temps partiel dans un magasin d'articles de sport, pliant des t-shirts et réapprovisionnant les rayons, parlant constamment de créer une entreprise de revente de voitures, bien qu'il n'ait ni argent ni aucune connaissance mécanique de ce qui rend une voiture précieuse. Papa continuait de lui trouver des excuses comme si c'était son travail à plein temps.
Tyler était l'entreprenant, avait une vision et de l'ambition, il avait juste besoin que la bonne occasion se présente. Pendant ce temps, j'étais rejeté comme l'ingénieur d'entreprise ennuyeux qui avait choisi un chemin sûr et prévisible au lieu de prendre des risques et de poursuivre ses rêves, comme Tyler était prétendument en train de le faire. L'ironie échappait complètement à papa que le plus grand risque de Tyler était de parier sur le soutien parental éternel tout en ne contribuant absolument à rien. Puis est arrivé l'appel téléphonique qui a absolument tout changé. J'avais 27 ans. Maman m'a appelé au travail un jeudi après-midi, pleurant si fort que je pouvais à peine comprendre ce qu'elle disait. J'ai immédiatement pensé que quelque chose de terrible était arrivé. Il s'est avéré que papa avait eu une grave crise cardiaque à l'usine. Il s'était effondré sur le sol de l'usine pendant son service. Ce n'était pas mortel, mais assez grave pour nécessiter une intervention chirurgicale d'urgence et des mois de convalescence. J'ai conduit jusqu'à la maison ce week-end-là, 8 heures d'affilée. Papa était encore à l'hôpital, se remettant de l'intervention d'urgence. Je suis allé le voir à l'unité de cardiologie. Il avait l'air plus petit que dans mon souvenir, plus vieux, fatigué. Toute cette colère et ce ressentiment qu'il avait porté pendant des décennies l'avaient physiquement usé. Il ne s'est excusé de rien. Il n'a pas reconnu les années de favoritisme flagrant et de cruauté émotionnelle. Il a juste dit qu'il était content que je sois venu et a posé des questions superficielles sur mon travail. Une conversation banale, du niveau de la météo, comme si nous étions des connaissances lointaines qui prenaient des nouvelles, et non un père et un fils faisant face à une urgence médicale potentiellement mortelle. J'ai écourté la visite, restant professionnel. J'ai dit à maman que j'aiderais avec les factures médicales si l'assurance ne couvrait pas tout. Puis je suis reparti vers ma vie, à 8 heures de route. La crise cardiaque a forcé papa à une retraite anticipée. Il ne pouvait plus physiquement supporter le travail exigeant de superviseur d'équipe. Sa pension et ses indemnités d'invalidité couvraient les frais de subsistance de base, mais leur situation de retraite était nettement plus serrée que prévu. Maman travaillait toujours au cabinet dentaire, mais il réduisait les dépenses partout où il le pouvait. Tyler vivait toujours avec eux sans payer de loyer, ne contribuait toujours pas financièrement de manière significative. Il poursuivait toujours ses rêves entrepreneuriaux, qui consistaient principalement à regarder des podcasts sur les affaires sur YouTube et à publier des citations de motivation sur les réseaux sociaux sur la hustle culture et le grinding, tout en travaillant 15 heures par semaine au magasin de sport. 6 mois après la crise cardiaque, papa m'a appelé directement pour la première fois depuis des années. J'ai failli ne pas répondre car j'ai vu son nom sur l'afficheur et mon premier réflexe a été de rejeter l'appel. « Salut », dit-il, la voix maladroite et incertaine. « Comment vas-tu ? » ?»« Bien. »« De quoi as-tu besoin ?» Il a balbutié des banalités pendant environ 1 minute avant d'en venir au fait. Ils avaient de graves problèmes financiers. Les factures médicales s'accumulaient plus vite qu'ils ne pouvaient les payer. Les heures de maman avaient été réduites au cabinet dentaire. Tyler cherchait toujours une bonne opportunité à plein temps. Pourrait-il l'aider financièrement ? Le culot était absolument stupéfiant. 27 ans à être traité comme un fardeau et une erreur non désirée. Et maintenant, il voulait de l'argent de moi. De combien on parle, ai-je demandé. Eh bien, nous avons environ 15 000 $ de retard sur diverses factures. Le paiement de la maison a 3 mois de retard. Les factures médicales représentent probablement 8 000 $ de plus. Et les cartes de crédit que nous avons utilisées pour les dépenses sont au maximum. Combien Tyler a-t-il contribué à cela ? Silence de mort au téléphone. Il est entre 2 emplois en ce moment. Tu le sais. Et il a ses propres dépenses. Il essaie de lancer son entreprise de revente de voitures. Donc, rien. Tyler n'a absolument rien contribué au foyer. Ce n'est pas juste. Il est dans une situation différente de la tienne. Tu as ce grand poste dans une entreprise de défense. Le poste que je me suis payé avec des prêts étudiants que je rembourse encore. La carrière que j'ai construite pendant que Tyler a eu une scolarité entièrement gratuite et n'a toujours pas réussi à devenir un adulte fonctionnel. Nouveau silence inconfortable. Je pensais juste que la famille s'entraide dans les moments difficiles. La phrase m'a fait éclater de rire. Un vrai rire. Amer, sec et sans humour. La famille est de la famille. C'est la meilleure, venant de toi. Où était la famille quand je travaillais 2 emplois pour me payer des manuels scolaires ? Où était la famille quand ma voiture est tombée en panne et que j'ai dû me débrouiller complètement seul ? Où était la famille à ma remise de diplôme, à ma promotion,
à chaque moment important de ma vie? Je sais que je n'ai pas été parfait. Tu n'as pas été un père. Pas pour moi. Tu as rendu très clair pendant toute mon enfance et ma vie d'adulte que j'étais l'erreur qui a ruiné tes plans. Alors, voilà ce que je vais faire. Rien. Absolument rien. Je vais faire exactement ce que tu as fait pour moi. Débrouille-toi tout seul. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Maman a appelé environ 1 heure plus tard, pleurant plus fort que lorsqu'elle avait pleuré pour la crise cardiaque de papa. Je lui ai dit calmement que je paierais ses factures médicales directement si elle m'envoyait les relevés, mais que je ne donnerais pas un seul centime à papa. Elle pouvait venir vivre avec moi si elle voulait le quitter, mais j'en avais complètement fini de prétendre que nous étions une famille fonctionnelle. Elle a dit que j'étais cruel et sans cœur. Peut-être que je l'étais, mais j'ai appris la cruauté d'un expert absolu. La maison a été mise en procédure de saisie 3 mois plus tard. Maman et papa ont dû déménager dans un petit appartement de 2 chambres dans un quartier moins désirable de la ville. Tyler a déménagé avec eux, car il n'avait toujours nulle part où aller et absolument pas d'argent pour vivre de manière indépendante. Ma carrière a continué de grimper régulièrement. J'ai été promu directeur de programme, supervisant plusieurs contrats majeurs. Je dirigeais une équipe de 40 ingénieurs travaillant sur un projet de défense antimissile d'1 demi-milliard de dollars. Mon nom est apparu dans des revues industrielles et des publications professionnelles. J'ai donné des présentations liminaires lors de conférences d'ingénierie. Tout ce dont papa aurait pu être fier s'il m'avait un jour considéré comme quelqu'un de valable au lieu de l'accident qui a fait dérailler ses rêves de baseball. Puis est arrivé l'événement qui a tout fait basculer. J'ai remporté un prix majeur de l'industrie de la part de la National Defense Industrial Association. Une très grosse affaire dans le secteur de l'aérospatial et de la défense. Il était accompagné d'une cérémonie officielle dans un hôtel de Washington DC, d'une reconnaissance nationale dans l'industrie et d'un prix en espèces important de 50 000 $. Le genre d'accomplissement qui est annoncé dans les communiqués de presse et mentionné dans les publications de l'industrie pendant des mois. Le lendemain de l'annonce publique, papa a appelé mon portable. J'ai vu son nom et j'ai failli l'envoyer sur la messagerie vocale par habitude. J'ai vu les nouvelles concernant ton prix, dit-il, essayant de paraître décontracté et fier. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Merci, ai-je répondu platement. Ta mère et moi aimerions beaucoup venir à la cérémonie, pour te soutenir. C'est prévu pour quand? La cérémonie avait lieu dans 6 semaines. Je n'avais pas prévu de les inviter. Je ne leur avais même pas dit que j'avais été nominé des mois plus tôt. C'est sur invitation seulement. Petite salle, capacité limitée. Eh bien, tu peux sûrement faire entrer tes propres parents. Nous aimerions être là pour te soutenir et te voir être récompensé pour ton travail. Ce mot, soutenir, venant de lui, a été comme une véritable gifle. Pourquoi, ai-je simplement demandé. Comment ça, pourquoi? Tu es mon fils. Je veux te voir être récompensé pour tes accomplissements. Où était cette énergie pendant les 27 dernières années de ma vie? Il est immédiatement devenu sur la défensive, comme je m'y attendais. Il a commencé à énumérer les fois où il m'aurait prétendument soutenu. Venu à quelques matchs de football quand il pouvait s'échapper du travail. M'avoir aidé à déménager dans mon premier appartement une fois. Des trucs de père de base, le strict minimum, qu'il pensait d'une manière ou d'une autre compenser des décennies de négligence émotionnelle systématique et de favoritisme. Tu m'as dit que j'étais une erreur, ai-je dit calmement mais fermement. Plusieurs fois. À partir de mes 8 ans. Tu as dit que Tyler était le fils que tu avais réellement voulu et planifié. Tu as payé pour toute sa vie. L'université, les voitures, le loyer, tout. Pendant que je travaillais pour chaque chose que j'ai obtenue. Tu as rendu très clair où je me situais dans cette famille. J'étais frustré à l'époque. J'étais jeune et je ne savais pas comment gérer ça. Je ne pensais pas ces choses-là. Si, tu le pensais absolument. Tu pensais chaque mot. Et maintenant que j'ai réussi complètement malgré toi plutôt que grâce à toi, soudainement tu veux être impliqué dans ma vie. Ce n'est pas juste. Juste? Tu veux me parler de ce qui est juste? Tu m'as fait payer un loyer à 16 ans. Tu as refusé d'aider pour les frais universitaires. Tu as manqué ma remise de diplôme. Tu as manqué chaque moment important de ma vie parce que tu étais trop occupé à vénérer Tyler et à trouver des excuses pour ses échecs. Et maintenant tu veux une invitation à ma cérémonie de remise de prix? Je suis ton père. Non.
Un vrai père est présent pour ses enfants. Un vrai père soutient tous ses enfants de manière égale. Un vrai père ne passe pas 27 ans à faire en sorte qu'un fils se sente complètement sans valeur tout en donnant tout sur un plateau d'argent à l'autre. Tu es juste le type dont je partage les gènes, par hasard. C'est tout ce qui nous lie. Je veux arranger les choses entre nous. Tu ne peux pas. Certaines choses ne se réparent pas avec des excuses. Tu as fait tes choix, de manière constante, pendant près de 3 décennies. Maintenant, tu dois vivre avec ces choix. Je lui ai raccroché au nez, j'ai bloqué son numéro sur mon téléphone, bloqué son adresse email. Je ne l'ai pas invité à la cérémonie. La cérémonie de remise des prix elle-même a été absolument incroyable. Toute mon équipe d'ingénieurs était là, célébrant avec moi. Ma petite amie, Emily, a pris l'avion depuis son travail à Boston. Quelques vieux amis de l'université avec qui j'étais resté proche ont fait le voyage jusqu'à DC. Des gens qui se souciaient vraiment de moi en tant que personne ont célébré mon succès de manière authentique. Les personnes qui auraient dû être là par biologie ne l'étaient pas, et honnêtement, elles ne m'ont pas manqué du tout. Après la cérémonie, pendant la réception, un de mes collègues seniors m'a demandé pourquoi mes parents n'étaient pas là pour une étape si importante de ma carrière. Je lui ai simplement dit que nous n'étions pas proches et j'en suis resté là. Il a eu l'air sincèrement confus et a dit que son propre père n'aurait manqué ça pour rien au monde. Ça doit être bien d'avoir ce genre de père, ai-je pensé, mais je ne l'ai pas dit à voix haute. J'ai posté une seule photo de l'événement sur les réseaux sociaux. Juste moi, tenant la plaque du prix, souriant sincèrement. Je n'ai pas mentionné qu'il n'était pas là ni fait de commentaires pointus. Pas besoin. Maman a commenté, tellement fière de toi, mon chéri. Aucune mention de papa. Tyler n'a pas commenté du tout. N'a même pas aimé la publication. 2 semaines après la cérémonie, Tyler a appelé mon portable à l'improviste. Nous ne nous étions pas parlé depuis plus d'1 an à ce moment-là. Hey, mec. Félicitations pour le Grand Prix. C'est vraiment cool. Merci, ai-je dit prudemment. Écoute, je voulais te parler de quelque chose d'assez sérieux. Papa vit très mal ce qui s'est passé entre vous deux. Il se sent terriblement mal à propos de tout. Il devrait se sentir mal. Je sais qu'il n'était pas parfait quand on était jeune, mais il est toujours notre père. Et il ne va vraiment pas bien en ce moment. Le stress de tout ça, les problèmes financiers, le sentiment de t'avoir perdu. Ça le tue, honnêtement. Et je pense que tu devrais lui donner une autre chance. Il veut sincèrement s'excuser. Il veut essayer de construire une vraie relation avec toi. Il est différent maintenant. La crise cardiaque l'a changé. Est-il vraiment différent, ou veut-il juste avoir accès à mon argent et à mon succès maintenant que j'ai les deux? Tyler est immédiatement devenu sur la défensive. Il a commencé à dire que j'étais injuste, que je gardais des rancunes et que je ne comprenais pas à quel point les choses avaient été difficiles pour papa toutes ces années. Je l'ai laissé s'épuiser complètement avant de répondre calmement. Tyler, sais-tu pourquoi papa nous a traités si différemment pendant toute notre enfance? Que veux-tu dire? J'étais la grossesse non planifiée qui a ruiné sa bourse de baseball et tout son avenir. Tu étais le fils planifié qu'il voulait vraiment, après s'être adapté à sa vie. C'est pour ça que tu as eu absolument tout pendant que je n'ai eu rien. Il m'en voulait d'exister et d'avoir ruiné ses rêves. Ce n'est pas. Je veux dire, il ne m'a jamais rien dit de tel, bien sûr que non. Il me l'a dit à moi. Plusieurs fois, pendant de nombreuses années. Tu étais l'enfant chéri qui ne pouvait rien faire de mal. Donc tu n'as jamais rien vu de tout ça. Mais moi, je l'ai vécu chaque jour. Silence au bout du fil. Honnêtement, je ne savais pas que c'était si dur pour toi. Comment aurais-tu pu le savoir? Tu étais trop occupé à être le favori et à tout recevoir sur un plateau d'argent. Nouveau silence inconfortable. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Rien. Je ne veux rien de toi. Arrête juste de m'appeler à propos de papa et de ses sentiments. Son état émotionnel n'est plus mon problème. Il a fait ce choix il y a très longtemps. Mais nous sommes toujours une famille. La famille est censée être là pour toi quand tu en as besoin. Où était la famille quand j'avais réellement besoin de soutien? Maintenant que je n'ai besoin de rien de votre part, tout le monde veut soudainement une relation. Ça ne marche pas comme ça. Alors, tu vas juste nous couper tous les ponts définitivement? Je n'ai coupé les ponts avec personne.
J'en ai juste fini de prétendre que nous sommes quelque chose que nous n'avons jamais été. Vous avez tous fait vos choix, encore et encore, pendant des décennies. Maintenant, vous devez vivre avec les conséquences naturelles de ces choix. J'ai raccroché. Je n'ai pas parlé à Tyler depuis cette conversation. Maman et moi nous parlons encore occasionnellement au téléphone. Elle est coincée dans une position intermédiaire impossible, ce qui me fait un peu de peine pour elle, mais je ne céderai absolument pas sur papa. Elle comprend ma position même si elle aimerait que les choses soient différentes. Elle a fait son choix de rester avec lui et j'ai fait mon choix de maintenir mes distances. Aux dernières nouvelles que j'ai eues par maman, papa et Tyler vivent toujours ensemble dans ce petit appartement. Les indemnités d'invalidité de papa couvrent à peine les bases du loyer et des charges. Tyler a finalement trouvé un emploi à plein temps dans un centre d'appel, au service client. Apparemment, il parle encore constamment de ses plans d'entreprise et de ses opportunités entrepreneuriales qui ne semblent jamais se concrétiser. Il lutte financièrement et émotionnellement. Moi, je ne lutte pas du tout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement. Ça aide vraiment la chaîne et nous permet de vous proposer des histoires encore meilleures. Merci.